Chapitre 7. Comment une vieille prit soin de Candide et comment il retrouva ce qu'il aimait. Candide ne prit point courage, mais il suivit la vieille dans une masure. Elle lui donna un pot de pommade pour se frotter, lui laissa à manger et à boire. Elle lui montra un petit lit assez propre. Il y avait auprès du lit un habit complet. Mangez, buvez, dormez, lui dit-elle, et que Notre-Dame d'Atocha, Monseigneur Saint-Antoine de Padoue et Monseigneur Saint-Jacques de Compostelle prennent soin de vous. Je reviendrai demain. Candide, toujours étonné de tout ce qu'il avait vu, de tout ce qu'il avait souffert, et encore plus de la charité de la vieille, voulut lui baiser la main. « Ce n'est pas ma main qu'il faut baiser, dit la vieille. Je reviendrai demain. Frottez-vous de pommade, mangez et dormez. » Candide, malgré tant de malheur, mangea et dormit. Le lendemain, la vieille lui apporte à déjeuner, visite son dos, le frotte elle-même d'une autre pommade. Elle lui apporte ensuite à dîner, elle revient sur le soir et apporte à souper. Le surlendemain, elle fit encore les mêmes cérémonies. « Qui êtes-vous » lui disait toujours Candide. « Qui vous inspirait tant de bonté ? Quelle grâce puis-je vous rendre ?» La bonne femme ne répondait jamais rien. Elle revint sur le soir et n'apporta point à souper. « Venez avec moi, dit-elle, et ne dites mot. » Elle le prend sous le bras et marche avec lui dans la campagne environ un quart de mille. Ils arrivent à une maison isolée, entourée de jardins et de canaux. La vieille frappe à une petite porte. On ouvre. Elle mène Candide, par un escalier dérobé, dans un cabinet doré, le laisse sur un canapé de brocart, referme la porte et s'en va. Candide croyait rêver et regardait toute sa vie comme un songe funeste et le moment présent comme un songe agréable. La vieille reparut bientôt. Elle soutenait avec peine une femme tremblante d'une taille majestueuse, brillante de pierreries et couverte d'un voile. « Ôtez ce voile, dit la vieille à Candide. Le jeune homme approche, il lève le voile d'une main timide. Quel moment! Quelle surprise! Il croit voir mademoiselle Cunégonde. Il la voyait, en effet, c'était elle-même. La force lui manque, il ne peut proférer une parole, il tombe à ses pieds. Cunégonde tombe sur le canapé. La vieille les accable d'eau spiritueuse, ils reprennent leur sens, ils se parlent. Ce sont d'abord des mots entrecoupés, des demandes et des réponses qui se croisent, des soupirs, des larmes, des cris. La vieille leur recommande de faire moins de bruit et les laisse en liberté. « Quoi ? C'est vous ?» lui dit Candide. « Vous vivez ? Je vous retrouve en Portugal. On ne vous a donc pas violé ? On ne vous a point fendu le ventre, comme le philosophe Pangloss me l'avait assuré ? » Si fait, dit la belle Cunégonde, mais on ne meurt pas toujours de ces deux accidents. Mais votre père et votre mère ont-ils été tués ? Il n'est que trop vrai, dit Cunégonde en pleurant. Et votre frère ? Mon frère a été tué aussi. Et pourquoi êtes-vous en Portugal ? Et comment avez-vous su que j'y étais ? Et par quelle étrange aventure m'avez-vous fait conduire dans cette maison ? Je vous dirai tout cela, répliqua la dame. Mais il faut auparavant que vous m'appreniez tout ce qui vous est arrivé, depuis le baiser innocent que vous me donnâtes et les coups de pied que vous reçûtes. Candide lui obéit avec un profond respect. Et quoiqu'il fût interdit, quoique sa voix fût faible et tremblante, quoique l'échine lui fît encore un peu mal, il lui raconta de la manière la plus naïve tout ce qu'il avait éprouvé depuis le moment de leur séparation. Cunégonde levait les yeux au ciel. Elle donna des larmes à la mort du bon Anabaptiste et de Pangloss, après quoi elle parla en ces termes à Candide, qui ne perdait pas une parole et qui la dévorait des yeux. Chapitre 8. Histoire de Cunégonde. J'étais dans mon lit et je dormais profondément, quand il plut au ciel d'envoyer les Bulgares dans notre beau château de Thunder Ten Tronckh. Ils égorgèrent mon père et mon frère et coupèrent ma mère en morceaux. Un grand Bulgare, haut de 6 pieds, voyant qu'à ce spectacle j'avais perdu connaissance, se mit à me violer. Cela me fit revenir, je repris mes sens, je criai, je me débattis, je mordis, j'égratignai, je voulais arracher les yeux à ce grand Bulgare, ne sachant pas que tout ce qui arrivait dans le château de mon père était une chose d'usage. Le brutal me donna un coup de couteau dans le flanc gauche dont je porte encore la marque. « Hélas, j'espère bien la voir, dit le naïf Candide. « Vous la verrez, dit Cunégonde, mais continuons. »« Continuez, dit Candide. » Elle reprit ainsi le fil de son histoire. Un capitaine bulgare entra,
Il me vit toute sanglante et le soldat ne se dérangeait pas. Le capitaine se mit en colère du peu de respect que lui témoignait ce brutal et le tua sur mon corps. Ensuite il me fit penser et m'emmena prisonnière de guerre dans son quartier. Je blanchissais le peu de chemise qu'il avait, je faisais sa cuisine, il me trouvait fort jolie, il faut l'avouer. Et je ne nierai pas qu'il ne fût très bien fait et qu'il n'eût la peau blanche et douce. D'ailleurs peu d'esprit, peu de philosophie. On voyait bien qu'il n'avait pas été élevé par le docteur Pangloss. Au bout de 3 mois, ayant perdu tout son argent et s'étant dégoûté de moi, il me vendit à un juif nommé Don Issachar, qui trafiquait en Hollande et en Portugal et qui aimait passionnément les femmes. Ce juif s'attacha beaucoup à ma personne, mais il ne pouvait en triompher. Je lui ai mieux résisté qu'au soldat bulgare. Une personne d'honneur peut être violée une fois, mais sa vertu s'en affermit. Le juif, pour m'apprivoiser, me mena dans cette maison de campagne que vous voyez. J'avais cru jusque-là qu'il n'y avait rien sur la terre de si beau que le château de Thunder Ten Tronckh. J'ai été détrompé. Le grand inquisiteur m'aperçut un jour à la messe, il me lorgna beaucoup, et me fit dire qu'il avait à me parler pour des affaires secrètes. Je fus conduite à son palais. Je lui appris ma naissance, il me représenta combien il était au-dessous de mon rang d'appartenir à un Israélite. On proposa de sa part à Don Issachar de me céder à mon seigneur. Don Issachar, qui est le banquier de la cour et homme de crédit, n'en voulut rien faire. L'inquisiteur le mena d'un auto-da-fé. Enfin, mon juif, intimidé, conclut un marché par lequel la maison et moi leur appartiendraient à tous deux en commun. Que le juif aurait pour lui les lundis, mercredis et le jour du sabbat, et que l'inquisiteur aurait les autres jours de la semaine. Il y a 6 mois que cette convention subsiste. Ce n'a pas été sans querelle, car souvent il a été indécis si la nuit du samedi au dimanche appartenait à l'ancienne loi ou à la nouvelle. Pour moi, j'ai résisté jusqu'à présent à toutes les deux, et je crois que c'est pour cette raison que j'ai toujours été aimé. Enfin, pour détourner le fléau des tremblements de terre et pour intimider Don Issachar, il plut à monseigneur l'inquisiteur de célébrer un auto-da-fé. Il me fit l'honneur de m'y inviter. Je fus très bien placé. On servit aux dames des rafraîchissements entre la messe et l'exécution. Je fus, à la vérité, saisi d'horreur en voyant brûler ces 2 juifs et cet honnête biscayen qui avait épousé sa commère. Mais quelle fut ma surprise, mon effroi, mon trouble, quand je vis dans un San Benito et sous une mitre, une figure qui ressemblait à celle de Pangloss. Je me frottais les yeux, je regardais attentivement, je le vis pendre. Je tombai en faiblesse. À peine reprenais-je mes sens que je vous vis dépouillé tout nu. Ce fut là le comble de l'horreur, de la consternation, de la douleur, du désespoir. Je vous dirai, en vérité, que votre peau est encore plus blanche et d'un incarnat plus parfait que celle de mon capitaine des Bulgares. Cette vue redoubla tous les sentiments qui m'accablaient, qui me dévoraient. Je m'écriai, je voulus dire « Arrêtez, barbare !» Mais la voix me manqua, et mes cris auraient été inutiles, quand vous eûtes été bien fessé. Comment se peut-il faire, disais-je, que l'aimable Candide et le sage Pangloss se trouvent à Lisbonne, l'un pour recevoir 100 coups de fouet, et l'autre pour être pendu par l'ordre de monseigneur l'inquisiteur dont je suis la bien-aimée. Pangloss m'a donc bien cruellement trompé quand il me disait que tout va le mieux du monde. Agité et perdu, tantôt hors de moi-même et tantôt prête de mourir de faiblesse, j'avais la tête remplie du massacre de mon père, de ma mère, de mon frère, de l'insolence de mon vilain soldat bulgare, du coup de couteau qu'il me donna, de ma servitude, de mon métier de cuisinière, de mon capitaine bulgare, de mon vilain Don Issachar, de mon abominable inquisiteur, de la pendaison du docteur Pangloss, de ce grand miséréré en faux bourdon pendant lequel on vous fessait, et surtout du baiser que je vous avais donné derrière un paravent, le jour que je vous avais vu pour la dernière fois. Je louais Dieu qui vous ramenait à moi par tant d'épreuves. Je recommandais à ma vieille d'avoir soin de vous et de vous amener ici dès qu'elle le pourrait. Elle a très bien exécuté ma commission. J'ai goûté le plaisir inexprimable de vous revoir, de vous entendre, de vous parler. Vous devez avoir une faim dévorante. J'ai grand appétit. Commençons par souper. Les voilà qui se mettent tous deux à table. Et après le souper, ils se replacent sur ce beau canapé dont on a déjà parlé. Ils y étaient quand le signor Don Issachar, l'un des maîtres de la maison, arriva. C'était le jour du sabbat. Il venait jouir de ses droits et expliquer son tendre amour. Chapitre 9.
Ce qui advint de Cunégonde, de Candide, du grand inquisiteur et d'un juif. Cet Issachar était le plus colérique hébreu qu'on eût vu dans Israël depuis la captivité en Babylone. « Quoi » dit-il, « chienne de Galiléenne, ce n'est pas assez de monsieur l'inquisiteur ? Il faut que ce coquin partage aussi avec moi ?» En disant cela, il tire un long poignard dont il était toujours pourvu, et ne croyant pas que son adverse parti eût des armes, il se jette sur Candide. Mais notre bon Westphalien avait reçu une belle épée de la vieille avec l'habit complet. Il tire son épée, quoiqu'il eût les mœurs fort douces, et vous étend l'Israélite roi de mort sur le carreau, au pied de la belle Cunégonde. « Sainte Vierge !» s'écria-t-elle, « qu'allons-nous devenir ? Un homme tué chez moi ? Si la justice vient, nous sommes perdus. » Si Pangloss n'avait pas été pendu, dit Candide, il nous donnerait un bon conseil dans cette extrémité, car c'était un grand philosophe. À son défaut, consultons la vieille. Elle était fort prudente et commençait à dire son avis, quand une autre petite porte s'ouvrit. Il était 1 heure après minuit, c'était le commencement du dimanche. Ce jour appartenait à Monseigneur l'inquisiteur. Il entre et voit le fessé Candide, l'épée à la main, un mort étendu par terre, Cunégonde effarée, et la vieille donnant des conseils. Voici dans ce moment ce qui se passa dans l'âme de Candide et comment il raisonna. Si ce saint homme appelle du secours, il me fera infailliblement brûler. Il pourra en faire autant de Cunégonde. Il m'a fait fouetter impitoyablement, il est mon rival. Je suis en train de tuer, il n'y a pas à balancer. Ce raisonnement fut net et rapide, et sans donner le temps à l'inquisiteur de revenir de sa surprise, il le perce d'outre en outre et le jette à côté du juif. « En voici bien d'un autre, dit Cunégonde, il n'y a plus de rémission. Nous sommes excommuniés, notre dernière heure est venue. Comment avez-vous fait, vous qui êtes né si doux, pour tuer en 2 minutes un juif et un prélat ? Ma belle demoiselle, répondit Candide, quand on est amoureux, jalouse et fouetté par l'Inquisition, on ne se connaît plus. La vieille prit alors la parole et dit : Il y a 3 chevaux andalous dans l'écurie, avec leurs selles et leurs brides. Que le brave Candide les prépare, madame a des moyas d'or et des diamants. Montons vite à cheval, quoique je ne puisse me tenir que sur une fesse, et allons à Cadix. Il fait le plus beau temps du monde, et c'est un grand plaisir de voyager pendant la fraîcheur de la nuit. Aussitôt, Candide selle les 3 chevaux, Cunégonde la vieille et lui font 30 000 d'une traite. Pendant qu'ils s'éloignaient, la sainte Hermandade arrive dans la maison. On enterre Monseigneur dans une belle église, et on jette Issachar à la voirie. Candide, Cunégonde et la vieille étaient déjà dans la petite ville d'Avacena, au milieu des montagnes de la Sierra Morena, et ils parlaient ainsi dans un cabaret. Chapitre 10. Dans quelle détresse Candide, Cunégonde et la vieille arrivent à Cadix et de leur embarquement. Qui a donc pu me voler mes pistoles et mes diamants ? Disait en pleurant Cunégonde. De quoi vivrons-nous ? Comment ferons-nous ? Où trouver des inquisiteurs et des juifs qui m'en donnent d'autres ? Hélas, dit la vieille, je soupçonne fort un révérend père Cordelier qui coucha hier dans la même auberge que nous, à Badajoz. Dieu me garde de faire un jugement téméraire, mais il entra 2 fois dans notre chambre et il partit longtemps avant nous. Hélas, dit Candide, le bon Pangloss m'avait souvent prouvé que les biens de la terre sont communs à tous les hommes, que chacun y a un droit égal. Ce Cordelier devait bien, suivant ses principes, nous laisser de quoi achever notre voyage. Il ne vous reste donc rien du tout, ma belle Cunégonde ? Pas un maravédis, dit-elle. Quel parti prendre ? dit Candide. Vendons un des chevaux, dit la vieille. Je monterai en croupe derrière mademoiselle, quoique je ne puisse me tenir que sur une fesse, et nous arriverons à Cadix. Il y avait, dans la même hôtellerie, un prieur de bénédictins. Il acheta le cheval bon marché. Candide, Cunégonde et la vieille passèrent par Lucena, par Chilas, par les Brissas, et arrivèrent enfin à Cadix. On y équipait une flotte, et on y assemblait des troupes pour mettre à la raison les révérends pères jésuites du Paraguay, qu'on accusait d'avoir fait révolter une de leurs hordes contre les rois d'Espagne et de Portugal auprès de la ville du Saint-Sacrement. Candide, ayant servi chez les Bulgares, fit l'exercice bulgarien devant le général de la petite armée avec tant de grâce, de célérité, d'adresse, de fierté, d'agilité, qu'on lui donna une compagnie d'infanterie à commander. Le voilà capitaine. Il s'embarque avec mademoiselle Cunégonde, la vieille, 2 valets et les 2 chevaux andalous qui avaient appartenu à monsieur le grand inquisiteur de Portugal. Pendant toute la traversée, ils raisonnèrent beaucoup sur la philosophie du pauvre Pangloss.
Nous allons dans un autre univers, disait Candide. C'est dans celui-là sans doute que tout est bien, car il faut avouer qu'on pourrait gémir un peu de ce qui se passe dans le nôtre, en physique et en morale. Je vous aime de tout mon cœur, disait Cunégonde, mais j'ai encore l'âme tout effarouchée de ce que j'ai vu, de ce que j'ai éprouvé. Tout ira bien, répliquait Candide. La mer de ce nouveau monde vaut déjà mieux que les mers de notre Europe. Elle est plus calme, les vents plus constants. C'est certainement le nouveau monde qui est le meilleur des univers possibles. Dieu le veuille, disait Cunégonde, mais j'ai été si horriblement malheureuse dans le mien que mon cœur est presque fermé à l'espérance. Vous vous plaignez, leur dit la vieille. Hélas, vous n'avez pas éprouvé des infortunes telles que les miennes. Cunégonde se mit presque à rire et trouva cette bonne femme fort plaisante de prétendre être plus malheureuse qu'elle. Hélas, lui dit-elle, ma bonne, à moins que vous n'ayez été violée par 2 Bulgares, que vous n'ayez reçu 2 coups de couteau dans le ventre, qu'on ait démoli 2 de vos châteaux, qu'on ait égorgé à vos yeux 2 mères et 2 pères, et que vous n'ayez vu 2 de vos amants fouettés dans un auto-da-fé, je ne vois pas que vous puissiez l'emporter sur moi. Ajoutez que je suis née baronne avec 72 quartiers et que j'ai été cuisinière. Mademoiselle, répondit la vieille, vous ne savez pas quelle est ma naissance. Et si je vous montrais mon derrière, vous ne parleriez pas comme vous faites, et vous suspendriez votre jugement. Ce discours fit naître une extrême curiosité dans l'esprit de Cunégonde et de Candide. La vieille leur parla en ces termes. Chapitre 11. Histoire de la vieille. Je n'ai pas eu toujours les yeux éraillés et bordés d'écarlate. Mon nez n'a pas toujours touché à mon menton, et je n'ai pas toujours été servante. Je suis la fille du pape Urbain X et de la princesse de Palestrine. On m'éleva jusqu'à 14 ans dans un palais auquel tous les châteaux de vos barons allemands n'auraient pas servi d'écurie, et une de mes robes valait mieux que toutes les magnificences de la Westphalie. Je croissais en beauté, en grâce, en talent, au milieu des plaisirs, des respects et des espérances. J'inspirais déjà de l'amour, ma gorge se formait, et quelle gorge! Blanche, ferme, taillée comme celle de la Vénus de Médicis, et quels yeux, quelles paupières, quels sourcils noirs, quelles flammes brillaient dans mes 2 prunelles et effaçaient la scintillation des étoiles, comme me disaient les poètes du quartier. Les femmes qui m'habillaient et qui me déshabillaient tombaient en extase en me regardant par devant et par derrière, et tous les hommes auraient voulu être à leur place. Je fus fiancée à un prince souverain de Massa Carrara. Quel prince, aussi beau que moi, pétri de douceur et d'agrément, brillant d'esprit et brûlant d'amour. Je l'aimais comme on aime pour la première fois, avec idolâtrie, avec emportement. Les noces furent préparées. C'était une pompe, une magnificence inouïe. C'étaient des fêtes, des carrousels, des opéra buffa continuels, et toute l'Italie fit pour moi des sonnets dont il n'y eut pas un seul de passable. Je touchais au moment de mon bonheur, quand une vieille marquise, qui avait été maîtresse de mon prince, l'invita à prendre du chocolat chez elle. Il mourut en moins de 2 heures, avec des convulsions épouvantables. Mais ce n'est qu'une bagatelle. Ma mère, au désespoir, et bien moins affligée que moi, voulut s'arracher pour quelque temps à un séjour si funeste. Elle avait une très belle terre auprès de Gaète. Nous nous embarquâmes sur une galère du pays, dorée comme l'autel de Saint-Pierre de Rome. Voilà qu'un corsaire de Salé fond sur nous et nous aborde. Nos soldats se défendirent comme des soldats du pape. Ils se mirent tous à genoux en jetant leurs armes et en demandant au corsaire une absolution in articulo mortis. Aussitôt on les dépouilla nus comme des singes, et ma mère aussi, nos filles d'honneur aussi, et moi aussi. C'est une chose admirable que la diligence avec laquelle ces messieurs déshabillent le monde. Mais ce qui me surprit davantage, c'est qu'ils nous mirent à tous le doigt dans un endroit où nous autres femmes, nous ne laissons mettre d'ordinaire que des canules. Cette cérémonie me paraissait bien étrange. Voilà comme on juge de tout quand on n'est pas sorti de son pays. J'appris bientôt que c'était pour voir si nous n'avions pas caché là quelques diamants. C'est un usage établi de temps immémorial parmi les nations policées qui courent sur mer. J'ai su que messieurs les religieux chevaliers de Malte n'y manquent jamais quand ils prennent des Turcs et des Turques. C'est une loi du droit des gens à laquelle on n'a jamais dérogé. Je ne vous dirai point combien il est dur pour une jeune princesse d'être menée esclave à Maroc avec sa mère. Vous concevez assez tout ce que nous eûmes à souffrir dans le vaisseau corsaire.
Ma mère était encore très belle. Nos filles d'honneur, nos simples femmes de chambre, avaient plus de charme qu'on en peut trouver dans toute l'Afrique. Pour moi, j'étais ravissante, j'étais la beauté, la grâce même, et j'étais pucelle. Je ne le fus pas longtemps. Cette fleur qui avait été réservée pour le beau prince de Massa Carrara me fut ravie par le capitaine corsaire. C'était un nègre abominable, qui croyait encore me faire beaucoup d'honneur. Certes, il fallait que madame la princesse de Palestrine et moi fussions bien fortes pour résister à tout ce que nous éprouvâmes jusqu'à notre arrivée à Maroc. Mais passons. Ce sont des choses si communes qu'elles ne valent pas la peine qu'on en parle. Maroc nageait dans le sang quand nous arrivâmes. 50 fils de l'empereur Muley Ismaël avaient chacun leur parti, ce qui produisait en effet 50 guerres civiles, de noirs contre noirs, de noirs contre basanés, de basanés contre basanés, de mulâtres contre mulâtres. C'était un carnage continuel dans toute l'étendue de l'Empire. À peine fûmes-nous débarqués que des noirs d'une faction ennemie de celle de mon corsaire se présentèrent pour lui enlever son butin. Nous étions, après les diamants et l'or, ceux qu'il avait de plus précieux. Je fus témoin d'un combat tel que vous n'en voyez jamais dans vos climats d'Europe. Les peuples septentrionaux n'ont pas le sang assez ardent. Ils n'ont pas la rage des femmes, au point où elle est commune en Afrique. Il semble que vos Européens aient du lait dans les veines. C'est du vitriol, c'est du feu qui coule dans celle des habitants du Moatlas et des pays voisins. On combattit avec la fureur des lions, des tigres et des serpents de la contrée, pour savoir à qui nous aurait. Un mort saisit ma mère par le bras droit, le lieutenant de mon capitaine la retint par le bras gauche. Un soldat mort la prit par une jambe, un de nos pirates la tenait par l'autre. Nos filles se trouvèrent presque toutes, en un moment, tirées ainsi à 4 soldats. Mon capitaine me tenait caché derrière lui. Il avait le cimeterre au poing et tuait tout ce qui s'opposait à sa rage. Enfin, je vis toutes nos Italiennes et ma mère déchirées, coupées, massacrées par les monstres qui se les disputaient. Les captifs, mes compagnons, ceux qui les avaient pris, soldats, matelots, noirs, basanés, blancs, mulâtres, et enfin mon capitaine, tout fut tué, et je demeurai mourante sur un tas de morts. Des scènes pareilles se passaient, comme on sait, dans l'étendue de plus de 300 lieues, sans qu'on manquât aux 5 prières par jour ordonnées par Mahomet. Je me débarrassai avec beaucoup de peine de la foule de tant de cadavres sanglants entassés, et je me traînai sous un grand oranger au bord d'un ruisseau voisin. J'y tombais d'effroi, de lassitude, d'horreur, de désespoir et de faim. Bientôt après, mes sens accablés se livrèrent à un sommeil qui tenait plus de l'évanouissement que du repos. J'étais dans cet état de faiblesse et d'insensibilité, entre la mort et la vie, quand je me sentis pressé de quelque chose qui s'agitait sur mon corps. J'ouvris les yeux, je vis un homme blanc et de bonne mine qui soupirait et qui disait entre ses dents « Oh, che sciagura de se senzac !» Chapitre 12. Suite des malheurs de la vieille. Étonnée et ravie d'entendre la langue de ma patrie, et non moins surprise des paroles que proférait cet homme, je lui répondis qu'il y avait de plus grands malheurs que celui dont il se plaignait. Je l'instruisis en peu de mots des horreurs que j'avais essuyées, et je retombai en faiblesse. Il m'emporta dans une maison voisine, me fit mettre au lit, me fit donner à manger, me servit, me consola, me flatta, me dit qu'il n'avait rien vu de si beau que moi, et que jamais il n'avait tant regretté ce que personne ne pouvait lui rendre. Je suis né à Naples, me dit-il. On y chaponne 2 ou 3 000 enfants tous les ans. Les uns en meurent, les autres acquièrent une voix plus belle que celle des femmes. Les autres vont gouverner les États. On me fit cette opération avec un très grand succès et j'ai été musicien de la chapelle de madame la princesse de Palestrine. « De ma mère » m'écriai-je. « De votre mère » s'écria-t-il en pleurant. « Quoi ? Vous seriez cette jeune princesse que j'ai élevée jusqu'à l'âge de 6 ans et qui promettait déjà d'être aussi belle que vous êtes ? C'est moi-même. Ma mère est à 400 pas d'ici, coupée en quartiers sous un tas de morts. Je lui contai tout ce qui m'était arrivé. Il me conta aussi ses aventures et m'apprit comment il avait été envoyé chez le roi de Maroc par une puissance chrétienne pour conclure avec ce monarque un traité par lequel on lui fournirait de la poudre, des canons et des vaisseaux pour l'aider à exterminer le commerce des autres chrétiens. Ma mission est faite, me dit cet honnête eunuque. Je vais m'embarquer à Ceuta et je vous ramènerai en Italie.
Makeshiagura de Sesensak. Je le remerciai avec des larmes d'attendrissement. Et au lieu de me mener en Italie, il me conduisit à Alger et me vendit au dé de cette province. À peine fus-je vendu que cette peste qui a fait le tour de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe se déclara dans Alger avec fureur. Vous avez vu des tremblements de terre. Mais mademoiselle, avez-vous jamais eu la peste? Jamais, répondit la baronne. Si vous l'aviez eue, reprit la vieille, vous avoueriez qu'elle est bien au-dessus d'un tremblement de terre. Elle est fort commune en Afrique. J'en fus attaquée. Figurez-vous quelle situation pour la fille d'un pape âgé de 15 ans, qui, en 3 mois de temps, avait éprouvé la pauvreté, l'esclavage, avait été violée presque tous les jours, avait vu couper sa mère en 4, avait essuyé la faim et la guerre, et mourait pestiférée dans Alger. Je n'en mourus pourtant pas, mais mon eunuque et le dé, et presque tout le sérail d'Alger, périrent. Quand les premiers ravages de cette épouvantable peste furent passés, on vendit les esclaves du dé. Un marchand m'acheta et me mena à Tunis. Il me vendit à un autre marchand qui me revendit à Tripoli. De Tripoli, je fus revendu à Alexandrie, d'Alexandrie revendu à Smyrne, de Smyrne à Constantinople. J'appartins enfin à un aga des janissaires qui fut bientôt commandé pour aller défendre Azov contre les Russes qui l'assiégeaient. L'aga, qui était un très galant homme, mena avec lui tout son sérail et nous logea dans un petit fort sur les Paluméotides, gardé par 2 eunuques noirs et 20 soldats. On tua prodigieusement de Russes, mais ils nous le rendirent bien. Azov fut mis à feu et à sang, et on ne pardonna ni au sexe ni à l'âge. Il ne resta que notre petit fort. Les ennemis voulurent nous prendre par famine. Les 20 janissaires avaient juré de ne se jamais rendre. Les extrémités de la faim où ils furent réduits les contraignirent à manger nos 2 eunuques, de peur de violer leur serment. Au bout de quelques jours, ils résolurent de manger les femmes. Nous avions un imam très pieux et très compatissant, qui leur fit un beau sermon par lequel il leur persuada de ne nous pas tuer tout à fait. Coupez, dit-il, seulement une fesse à chacune de ces dames, vous ferez très bonne chère. S'il faut y revenir, vous en aurez encore autant dans quelques jours. Le ciel vous saura gré d'une action si charitable, et vous serez secourus. Il avait beaucoup d'éloquence, il les persuada. On nous fit cette horrible opération. L'imam nous appliqua le même baume qu'on met aux enfants qu'on vient de circoncire. Nous étions toutes à la mort. À peine les janissaires eurent-ils fait le repas que nous leur avions fourni, que les Russes arrivent sur des bateaux plats. Il ne réchappa pas un janissaire. Les Russes ne firent aucune attention à l'état où nous étions. Il y a partout des chirurgiens français. Un d'eux, qui était fort adroit, prit soin de nous. Il nous guérit, et je me souviendrai toute ma vie que quand les plaies furent bien fermées, il me fit des propositions. Au reste, il nous dit à toutes de nous consoler. Il nous assura que dans plusieurs sièges, pareille chose était arrivée et que c'était la loi de la guerre. Dès que mes compagnes purent marcher, on les fit aller à Moscou. J'échus en partage à un boyard qui me fit sa jardinière et qui me donnait 20 coups de fouet par jour. Mais ce seigneur, ayant été roué au bout de 2 ans avec une trentaine de boyards pour quelques tracasseries de cour, je profitai de cette aventure. Je m'enfuis. Je traversai toute la Russie. Je fus longtemps servante de cabaret à Riga, puis à Rostock, à Wismar, à Leipzig, à Kassel, à Utrecht, à Leyde, à La Haye, à Rotterdam. J'ai vieilli dans la misère et dans l'opprobre, n'ayant que la moitié d'un derrière, me souvenant toujours que j'étais fille d'un pape. Je voulus 100 fois me tuer, mais j'aimais encore la vie. Cette faiblesse ridicule est peut-être un de nos penchants les plus funestes, car y a-t-il rien de plus sot que de vouloir porter continuellement un fardeau qu'on veut toujours jeter par terre, d'avoir son être en horreur et de tenir à son être, enfin de caresser le serpent qui nous dévore, jusqu'à ce qu'il nous ait mangé le cœur? J'ai vu dans les pays que le sort m'a fait parcourir, et dans les cabarets où j'ai servi, un nombre prodigieux de personnes qui avaient leur existence en exécration. Mais je n'en ai vu que 12 qui aient mis volontairement fin à leur misère. 3 nègres, 4 anglais, 4 genevois et un professeur allemand nommé Robeck. J'ai fini par être servante chez le juif Don Issachar. Il me mit auprès de vous, ma belle demoiselle. Je me suis attachée à votre destinée, et j'ai été plus occupée de vos aventures que des miennes. Je ne vous aurais même jamais parlé de mes malheurs si vous ne m'aviez pas un peu piqué, et s'il n'était d'usage dans un vaisseau de conter des histoires pour se désennuyer. Enfin, mademoiselle, j'ai de l'expérience, je connais le monde. Donnez-vous un plaisir, engagez chaque passager à vous conter son histoire. Et s'il s'en trouve un seul qui n'ait souvent maudit sa vie, qui ne se soit souvent dit à lui-même qu'il était le plus malheureux des hommes, jetez-moi dans la mer la tête la première.
Chapitre 13. Comment Candide fut obligé de se séparer de la belle Cunégonde et de la vieille. La belle Cunégonde, ayant entendu l'histoire de la vieille, lui fit toutes les politesses qu'on devait à une personne de son rang et de son mérite. Elle accepta la proposition. Elle engagea tous les passagers, l'un après l'autre, à lui conter leurs aventures. Candide et elle avouèrent que la vieille avait raison. C'est bien dommage, disait Candide, que le sage Pangloss ait été pendu contre la coutume dans un auto-da-fé. Il nous dirait des choses admirables sur le mal physique et sur le mal moral, qui couvrent la terre et la mer, et je me sentirais assez de force pour oser lui faire respectueusement quelques objections. À mesure que chacun racontait son histoire, le vaisseau avançait. On aborda dans Buenos Aires. Cunégonde, le capitaine Candide et la vieille allèrent chez le gouverneur Don Fernando d'Ibarra, y Figueora, y Mascarenes, y Lampourdos, y Souza. Ce seigneur avait une fierté convenable à un homme qui portait tant de noms. Il parlait aux hommes avec le dédain le plus noble, portant le nez si haut, élevant si impitoyablement la voix, prenant un ton si imposant, affectant une démarche si altière, que tous ceux qui le saluaient étaient tentés de le battre. Il aimait les femmes à la fureur. Cunégonde lui parut ce qu'il avait jamais vu de plus beau. La première chose qu'il fit fut de demander si elle n'était point la femme du capitaine. L'air dont il fit cette question alarma Candide. Il n'osa pas dire qu'elle était sa femme, parce que, en effet, elle ne l'était point. Il n'osait pas dire que c'était sa sœur, parce qu'elle ne l'était pas non plus. Et quoique ce mensonge officieux eût été autrefois très à la mode chez les anciens, et qu'il pût être utile aux modernes, son âme était trop pure pour trahir la vérité. Mademoiselle Cunégonde, dit-il, doit me faire l'honneur de m'épouser, et nous supplions votre Excellence de daigner faire notre noce. Don Fernando d'Ibarra, y Figueora, y Mascarenes, y Lampourdos, y Souza, relevant sa moustache, sourit amèrement et ordonna au capitaine Candide d'aller faire la revue de sa compagnie. Candide obéit. Le gouverneur demeura avec mademoiselle Cunégonde. Il lui déclara sa passion, lui protesta que le lendemain il l'épouserait à la face de l'église ou autrement, ainsi qu'il plairait à ses charmes. Cunégonde lui demanda un quart d'heure pour se recueillir, pour consulter la vieille et pour se déterminer. La vieille dit à Cunégonde: « Mademoiselle, vous avez 72 quartiers et pas une obole. Il ne tient qu'à vous d'être la femme du plus grand seigneur de l'Amérique méridionale, qui a une très belle moustache. Est-ce à vous de vous piquer d'une infidélité à toute épreuve? Vous avez été violée par les Bulgares. Un juif et un inquisiteur ont eu vos bonnes grâces. Les malheurs donnent des droits. J'avoue que si j'étais à votre place, je ne ferais aucun scrupule d'épouser monsieur le gouverneur et de faire la fortune de monsieur le capitaine Candide. » Tandis que la vieille parlait avec toute la prudence que l'âge et l'expérience donnent, on vit entrer dans le port un petit vaisseau. Il portait un alcade et des alguazils, et voici ce qui était arrivé. La vieille avait très bien deviné que ce fut un cordelier à la grande manche qui vola l'argent et les bijoux de Cunégonde dans la ville de Badajoz lorsqu'elle fuyait en hâte avec Candide. Ce moine voulut vendre quelques-unes des pierreries à un joaillier. Le marchand les reconnut pour celles du grand inquisiteur. Le cordelier, avant d'être pendu, avoua qu'il les avait volées. Il indiqua les personnes et la route qu'elles prenaient. La fuite de Cunégonde et de Candide était déjà connue. On les suivit à Cadix. On envoya sans perdre temps un vaisseau à leur poursuite. Le vaisseau était déjà dans le port de Buenos Aires. Le bruit se répandit qu'un alcade allait débarquer et qu'on poursuivait les meurtriers de Monseigneur le Grand Inquisiteur. La prudente vieille vit dans l'instant tout ce qui était à faire. « Vous ne pouvez fuir, dit-elle à Cunégonde, et vous n'avez rien à craindre. Ce n'est pas vous qui avez tué Monseigneur. Et d'ailleurs, le gouverneur qui vous aime ne souffrira pas qu'on vous maltraite. Demeurez. » Elle court sur le champ à Candide. « Fuyez, dit-elle, ou dans une heure vous allez être brûlé. » Il n'y avait pas un moment à perdre, mais comment se séparer de Cunégonde et où se réfugier? Chapitre 14. Comment Candide et Cacambo furent reçus chez les jésuites du Paraguay. Candide avait amené de Cadix un valet tel qu'on en trouve beaucoup sur les côtes d'Espagne et dans les colonies. C'était un quart d'Espagnol, né d'un métis dans le Tucumán. Il avait été enfant de chœur, sacristain, matelot, moine, facteur, soldat, laquais. Il s'appelait Cacambo et aimait fort son maître parce que son maître était un fort bon homme. Il sella au plus vite les 2 chevaux andalous. « Allons, mon maître, suivons le conseil de la vieille.
Partons et courons sans regarder derrière nous. » Candide versa des larmes. « Oh, ma chère Cunégonde, faut-il vous abandonner dans le temps que monsieur le gouverneur va faire nos noces ? Cunégonde amenée de si loin, que deviendrez-vous ? » « Elle deviendra ce qu'elle pourra, dit Cacambo. Les femmes ne sont jamais embarrassées d'elle. Dieu y pourvoit. Courons !»« Où me mènes-tu ? Où allons-nous ? Que ferons-nous sans Cunégonde ? » disait Candide. « Par Saint-Jacques de Compostelle, dit Cacambo, vous alliez faire la guerre aux Jésuites ? Allons la faire pour eux. Je sais assez les chemins, je vous mènerai dans leur royaume. Ils seront charmés d'avoir un capitaine qui fasse l'exercice à la Bulgare. Vous ferez une fortune prodigieuse. Quand on n'a pas son compte dans un monde, on le trouve dans un autre. C'est un très grand plaisir de voir et de faire des choses nouvelles. »« Tu as donc été déjà dans le Paraguay ? » dit Candide. « Eh, vraiment, oui, dit Cacambo. J'ai été cuistre dans le collège de l'Assomption, et je connais le gouvernement de Los Padres comme je connais les rues de Cadix. C'est une chose admirable que ce gouvernement. Le royaume a déjà plus de 300 lieues de diamètre. Il est divisé en 30 provinces. Los Padres y ont tout, et les peuples rien. C'est le chef-d'œuvre de la raison et de la justice. Pour moi, je ne vois rien de si divin que Los Padres, qui font ici la guerre au roi d'Espagne et au roi de Portugal, et qui en Europe confessent ces rois, qui tuent ici des Espagnols, et qui à Madrid les envoient au ciel. Cela me ravit. Avançons. Vous allez être le plus heureux de tous les hommes. Quel plaisir auront Los Padres quand ils sauront qu'il leur vient un capitaine qui sait l'exercice bulgare ! Dès qu'ils furent arrivés à la première barrière, Cacambo dit à la garde avancée qu'un capitaine demandait à parler à monseigneur le commandant. On alla avertir la grande garde. Un officier paraguain courut au pied du commandant lui donner part de la nouvelle. Candide et Cacambo furent d'abord désarmés. On se saisit de leurs 2 chevaux andalous. Les 2 étrangers sont introduits au milieu de 2 files de soldats. Le commandant était au bout, le bonnet à 3 cornes en tête, la robe retroussée, l'épée au côté, l'esponton à la main. Il fit un signe. Aussitôt, 24 soldats entourent les 2 nouveaux venus. Un sergent leur dit qu'il faut attendre, que le commandant ne peut leur parler, que le révérend père provincial ne permet pas qu'aucun Espagnol ouvre la bouche qu'en sa présence, et demeure plus de 3 heures dans le pays. « Et où est le révérend père provincial » dit Cacambo. « Il est à la parade, après avoir dit sa messe, » répondit le sergent. « Et vous ne pourrez baiser ses éperons que dans 3 heures. »« Mais, dit Cacambo, monsieur le capitaine qui meurt de faim comme moi n'est point espagnol, il est allemand. Ne pourrions-nous point déjeuner en attendant sa révérence ?» Le sergent alla sur-le-champ rendre compte de ce discours au commandant. « Dieu soit béni, dit ce seigneur, puisqu'il est allemand, je peux lui parler. Qu'on le mène dans ma feuillée. » Aussitôt on conduit Candide dans un cabinet de verdure, orné d'une très jolie colonnade de marbre, vert et or, et de treillages qui renfermaient des perroquets, des colibris, des oiseaux-mouches, des pintades, et tous les oiseaux les plus rares. Un excellent déjeuner était préparé dans des vases d'or, et tandis que les Paraguains mangèrent du maïs dans des écuelles de bois, en plein champ, à l'ardeur du soleil, le révérend père commandant entra dans la feuillée. C'était un très beau jeune homme, le visage plein, assez blanc, haut en couleur, le sourcil relevé, l'œil vif, l'oreille rouge, les lèvres vermeilles, l'air fier, mais d'une fierté qui n'était ni celle d'un Espagnol ni celle d'un Jésuite. On rendit à Candide et à Cacambo leurs armes, qu'on leur avait saisies, ainsi que les 2 chevaux andalous. Cacambo leur fit manger l'avoine auprès de la feuillée, ayant toujours l'œil sur eux, crainte de surprise. Candide baisa d'abord le bas de la robe du commandant, ensuite ils se mirent à table. « Vous êtes donc allemand » lui dit le jésuite en cette langue. « Oui, mon révérend père, » dit Candide. L'un et l'autre, en prononçant ces paroles, se regardaient avec une extrême surprise et une émotion dont ils n'étaient pas les maîtres. « Et de quel pays d'Allemagne êtes-vous » dit le jésuite. « De la sale province de Westphalie, dit Candide. Je suis né dans le château de Thunder-ten-Tronckh. »« Au ciel, est-il possible » s'écria le commandant. « Quel miracle » s'écria Candide. « Serait-ce vous » dit le commandant. « Cela n'est pas possible » dit Candide. Ils se laissent tomber tous 2 à la renverse, ils s'embrassent, ils versent des ruisseaux de larmes. « Quoi ? Serait-ce vous, mon révérend père ? Vous, le frère de la belle Cunégonde ? Vous qui fûtes tué par les Bulgares ? Vous, le fils de monsieur le baron ? Vous, jésuite au Paraguay ? Il faut avouer que ce monde est une étrange chose. Oh, Pangloss, Pangloss, que vous seriez aise si vous n'aviez pas été pendu. » Le commandant fit retirer les esclaves nègres et les Paraguains qui servaient à boire dans des gobelets de cristal de roche. Il remercia Dieu et saint Ignace 1000 fois. Il serrait Candide entre ses bras. Leurs visages étaient baignés de pleurs. « Vous seriez bien plus étonné, plus attendri, plus hors de vous-même, dit Candide, si je vous disais que mademoiselle Cunégonde, votre sœur,
que vous avez cru éventrée et pleine de santé? Où? Dans votre voisinage, chez monsieur le gouverneur de Buenos Aires, et je venais pour vous faire la guerre. Chaque mot qu'ils prononcèrent dans cette longue conversation accumulait prodige sur prodige. Leur âme tout entière volait sur leur langue, était attentive dans leurs oreilles et étincelante dans leurs yeux. Comme ils étaient allemands, ils tinrent table longtemps en attendant le révérend père provincial. Et le commandant parla ainsi à son cher Candide. Chapitre 15. Comment Candide tua le frère de sa chère Cunégonde. J'aurai toute ma vie présent à la mémoire le jour horrible où je vis tuer mon père et ma mère, et violer ma sœur. Quand les Bulgares furent retirés, on ne trouva point cette sœur adorable, et on mit dans une charrette ma mère, mon père et moi, 2 servantes et 3 petits garçons égorgés, pour nous aller enterrer dans une chapelle de jésuites à 2 lieues du château de mes pères. Un jésuite nous jeta de l'eau bénite, elle était horriblement salée. Il en entra quelques gouttes dans mes yeux. Le père s'aperçut que ma paupière faisait un petit mouvement. Il mit la main sur mon cœur et le sentit palpiter. Je fus secouru, et au bout de 3 semaines, il n'y paraissait pas. Vous savez, mon cher Candide, que j'étais fort jolie. Je le devins encore davantage. Aussi, le révérend père Croust, supérieur de la maison, prit pour moi la plus tendre amitié. Il me donna l'habit de novice. Quelque temps après, je fus envoyé à Rome. Le père général avait besoin d'une recrue de jeunes jésuites allemands. Les souverains du Paraguay reçoivent le moins qu'ils peuvent de jésuites espagnols. Ils aiment mieux les étrangers dont ils se croient plus maîtres. Je fus jugé propre par le révérend père général pour aller travailler dans cette vigne. Nous partîmes, un Polonais, un Tyrolien et moi. Je fus honoré en arrivant du sous-diaconat et d'une lieutenance. Je suis aujourd'hui colonel et prêtre. Nous recevrons vigoureusement les troupes du roi d'Espagne. Je vous réponds qu'elles seront excommuniées et battues. La Providence vous envoie ici pour nous seconder. Mais est-il bien vrai que ma chère sœur Cunégonde soit dans le voisinage, chez le gouverneur de Buenos Aires? Candide l'assura par serment que rien n'était plus vrai. Leurs larmes recommencèrent à couler. Le baron ne pouvait se lasser d'embrasser Candide. Il l'appelait son frère, son sauveur. Ah, peut-être, lui dit-il, nous pourrons ensemble, mon cher Candide, entrer en vainqueur dans la ville et reprendre ma sœur Cunégonde. C'est tout ce que je souhaite, dit Candide, car je comptais l'épouser, et je l'espère encore. Vous, insolent, répondit le baron, vous auriez l'impudence d'épouser ma sœur qui a 72 quartiers? Je vous trouve bien effronté d'oser me parler d'un dessein si téméraire. Candide, pétrifié d'un tel discours, lui répondit. Mon révérend père, tous les quartiers du monde n'y font rien. J'ai tiré votre sœur des bras d'un juif et d'un inquisiteur. Elle m'a assez d'obligations, elle veut m'épouser. Maître Pangloss m'a toujours dit que les hommes sont égaux, et assurément je l'épouserai. C'est ce que nous verrons, coquin, dit le jésuite baron de Thunder Ten Tronckh, et en même temps il lui donna un grand coup du plat de son épée sur le visage. Candide, dans l'instant, tire la sienne et l'enfonce jusqu'à la garde dans le ventre du baron jésuite. Mais, en la retirant toute fumante, il se mit à pleurer. Hélas, mon Dieu, dit-il, j'ai tué mon ancien maître, mon ami, mon beau-frère. Je suis le meilleur homme du monde et voilà déjà 3 hommes que je tue. Et dans ces 3, il y a 2 prêtres. Cacambo, qui faisait sentinelle à la porte de la Feuillée, accourut. Il ne nous reste qu'à vendre cher notre vie, lui dit son maître. On va sans doute entrer dans la Feuillée. Il faut mourir les armes à la main. Cacambo, qui en avait vu bien d'autres, ne perdit point la tête. Il prit la robe de jésuite que portait le baron, la mit sur le corps de Candide, lui donna le bonnet carré du mort et le fit monter à cheval. Tout cela se fit en un clin d'œil. Galopons, mon maître. Tout le monde vous prendra pour un jésuite qui va donner des ordres. Et nous aurons passé les frontières avant qu'on puisse courir après nous. Il volait déjà en prononçant ces paroles et en criant en espagnol. Place, place pour le révérend père colonel.